En manchette ce soir, explosion des abandons à la technique d'éducation à la petite enfance. Une seule étudiante a reçu son diplôme au cégep régional cette année. La foire du camionneur de Barrault pourra aller de l'avant avec un circuit fermé. Aujourd'hui, les camions sont trop performants. C'est une question de sécurité pour nos spectateurs, alors on va éloigner les spectateurs des camions. Et les organismes communautaires de la région déplorent un manque à gagner de 50 millions de dollars. Bonsoir, bien heureuse de vous retrouver pour ce TVA 18h. Pour commencer, la technique en éducation de la petite enfance perd en popularité et peine à remplir ses classes au cégep régional. Une situation qui préoccupe en cette période où les CPE sont en pleine négociation avec le gouvernement. Les explications de Cita Anne-Julie Labrec. Cette année, seulement une personne sur 14 obtient son diplôme dans la technique en éducation à la petite enfance au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, nous révèlent des données de Radio-Canada. On a même vu le ministère qui a rallongé la période pour les ratios éducatrices formées versus non formées en CPE, ce qui fait qu'on a beaucoup de collègues non formés et ces collègues-là souvent ne restent pas sur le terrain. Fait qu'il y a beaucoup de roulement de personnel. On vient de voir qu'on vient d'atteindre la première technique, la moins bien payée, ce qui est encore plus grave pour notre réseau. C'est sûr qu'en ayant le salaire le plus bas de toutes les techniques, ça va être difficile d'avoir une rétention que les étudiantes qui aillent en petite enfance continuent leur parcours en petite enfance là, parce que c'est pas du tout attrayant. Puis avec le coût de la vie aujourd'hui, on le sait que c'est difficile d'arriver là, avec ce salaire-là. Le syndicat des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue croit que les subventions gouvernementales de 1 500 $ par session pour les étudiantes qui choisissent cette technique ne suffit pas les enjeux professionnels auxquels seront confrontées les futures intervenantes. Les tâches ont beaucoup augmenté. On a beaucoup plus d'enfants à besoins particuliers et avec pas nécessairement la subvention qui suit, mais d'avoir l'aide pour aider ces enfants-là, ça fait que c'est difficile, fait que ça épuise nos éducatrices sur place. On a beaucoup plus de travail à faire qui n'était pas là si on recule il y a une dizaine d'années, puis au fil du temps, c'est que la charge de travail a augmenté. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas disponible le mardi pour se positionner sur la question. Des négociations entre des éducatrices et le gouvernement sont encore en cours pour l'amélioration des conditions de travail des intervenantes. D'ici ce temps, ce sera 3 CPE qui vont être en grève, soit la Ribambelle et la Node Magique à Rouyn-Noranda, ainsi que Calimero à Ville-Marie. Ils vont ouvrir leurs portes vendredi à 10h ainsi qu'à midi pour le 6 décembre. Cita Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, il y a quelques minutes à peine, on s'est entretenu avec 2 anciennes étudiantes en éducation à l'enfance qui ont abandonné leurs études dans ce programme au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous laisse écouter une partie de leur témoignage. C'est sûr que ça me bloquait aussi au niveau qu'à long terme, toujours être avec des enfants, la charge de travail est quand même grande là, pour les groupes d'enfants qu'on doit gérer. Cette cohorte-là, on n'était vraiment pas beaucoup. Là. On était 12 personnes, fait que c'était vraiment dur de s'intégrer. Si tu te faisais pas d'amis dans ces 12 personnes-là, tu étais tout le temps un peu à part du groupe, là, donc c'était plus difficile à ce niveau-là. À la base, c'était vraiment parce que je travaillais en CPE, puis j'ai vu un peu... tu sais, mettons, mes collègues, comment ils étaient fatigués et tout. Tu sais, à l'avoir aussi expérimenté dans les étés et tout, c'est quand même très exigeant comme métier pour pas grand-chose. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent comment le cours est quand même difficile. Et c'est officiel, la foire du camionneur de Barrault pourra aller de l'avant avec un circuit fermé. Donc, certains éléments techniques vont être ajustés pour assurer la sécurité de l'événement. Alexis Dumont a rencontré le président de la foire et vous explique les changements prévus pour les prochaines éditions. La foire du camionneur telle qu'on la connaît sera chose du passé. C'est sûr que ça va changer un peu la dynamique parce que les gens aimaient Barrault pour ça, parce qu'il y avait vraiment une proximité avec les camions. On va avoir vraiment un circuit où on contrôle l'accès sur le site. Et puis, il va y avoir une distance plus grande entre les spectateurs et les camionneurs. Des changements qui s'avéraient nécessaires en raison de la performance des camions qui sont beaucoup plus puissants que par le passé. Le nouveau site choisi se situera entre le chemin du Mont-Vidéo et le chemin de fer. Ça va être un endroit exceptionnel pour voir les courses, puis je pense que les gens vont s'arracher à ces places-là. Aujourd'hui, les camions sont trop performants. C'est une question de sécurité pour nos spectateurs, alors on va éloigner les spectateurs des camions. Les citoyens étaient d'ailleurs invités à manifester leur opinion lundi. Le constat est unanime, l'organisation n'aura pas besoin de tenir un référendum.
Ça s'est très bien passé. On a eu 7 signatures pour le référendum. Alors, on n'aura pas besoin d'aller en référendum. On va avoir une étape de moins à franchir là, pour notre projet. Un investissement important sera de mise, mais l'organisation assure être en mesure d'assumer les frais. On parle d'un investissement de 4,5 millions environ là, pour la construction de cette piste-là. On a vraiment une très belle ouverture avec la municipalité de Barraud là, qui nous donne un coup de main. C'est sûr qu'au niveau financier, nous, on ne veut pas que la municipalité s'implique. Là. C'est toutes nos taxes qui augmenteraient, puis ce n'est pas le but de la foire du camionneur. Nous, on veut redonner à la communauté et non demander à la communauté. Alors, c'est vraiment un projet privé là, de la foire du camionneur, mais la municipalité nous appuie et nous aide beaucoup sur ce projet-là. Tous ces changements ne seront potentiellement pas mis en application dès 2025, mais l'organisation s'attend à ce que tout soit fin prêt pour l'édition 2026. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Barraud. On se tourne maintenant dans le judiciaire. C'était le 6e jour de procès pour Philippe Leclerc au palais de justice de Rouyn-Noranda. Et Alexandre, on est en plein dans la partie de la défense de l'homme qui est accusé du meurtre involontaire de son oncle. Oui, exact. C'est au tour de la défense cette semaine de présenter les témoignages et sa stratégie aux membres du jury. Après la mère adoptive de l'accusé hier, c'était au tour aujourd'hui de la psychiatre légale Dr Bouchard de témoigner. On a surtout appris cet avant-midi l'ensemble de l'historique qui existe entre Philippe Leclerc et la drogue depuis une dizaine d'années. Voilà plus de 10 ans que M. Leclerc consommait régulièrement de la méthamphétamine, aussi appelée de la speed, de la cocaïne. Et il n'est pas rare que sa consommation atteigne les 10 à 20 comprimés de speed par jour. Certains épisodes en lien justement avec la consommation de rue ont d'ailleurs été rappelés où l'intervention des policiers a été nécessaire, notamment une crise où il aurait tenu des propos menaçants seulement 2 mois avant le meurtre de son oncle René Leclerc et un autre épisode de délire paranoïaque qui l'a mené à l'hôpital 1 mois plus tard. Donc, Kimilia, pourquoi revenir sur ces événements? C'est dans le but de la défense de démontrer que l'état mental de l'accusé a pu être affecté en raison de la drogue menant à une possible psychose. Et Alexandre, si on attend toujours de savoir si l'accusé va témoigner à son procès, on a présenté du moins aujourd'hui l'entièreté de son interrogatoire avec la police. Oui, un interrogatoire qui a d'ailleurs été enregistré seulement 2 heures après son arrestation et 5 heures après le coup de hache fatal porté à la tête de son oncle René Leclerc. Le but de la manœuvre était de permettre aux membres du jury d'observer l'état mental de Philippe Leclerc quelques heures après le drame. Dans une vidéo de 50 minutes, on a pu voir un homme désorganisé qui dit ne pas se souvenir de quelque meurtre que ce soit. Plusieurs fois, l'accusé a fait des références à des voix qui lui parlaient le jour du drame et d'une peur d'être pourchassé par des gangs de rue. Bref, le juge a été clair en mentionnant que la vidéo ne permet pas de démontrer quoi que ce soit et de dire que tout est nécessairement vrai. La séance s'est terminée quelques temps après, alors que la défense a enchaîné avec des questions à la psychiatre en lien avec l'interrogatoire. Le procès se poursuit donc demain avec la présentation de d'autres preuves et des questions de la défense de Philippe Leclerc. On compte sur vous là, pour nous éclairer pour la suite du procès. Merci, Alexandre. Au revoir. Maintenant, dans le milieu communautaire, il y aura un manque à gagner de plus de 50 millions de dollars dans le financement octroyé par les gouvernements. Une information qui nous provient de la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue. Félix Blacquière nous donne les détails. 52,7 millions de dollars, c'est la somme qu'il manque dans le financement annuel des organismes membres de la CROCAT afin de bien fonctionner selon le regroupement. Chaque organisme, chaque année, font une demande là, de rehaussement. Donc, ils évaluent leurs besoins et en conseil d'administration là, prennent une résolution. Donc, en additionnant là, toutes ces demandes-là, c'est le montant qui manque là, en région. Les besoins sont multiples. Cela dépend de chaque organisme. La rétention, c'est un enjeu qui se vit dans tous les secteurs. Donc, le milieu communautaire n'y échappe pas. Un manque justement de personnel crée aussi un manque pour tenir l'organisme ouvert, pour offrir des services. Donc, tout a un impact là aussi. Si rien ne change, la CROCAT craint une dégradation des conditions de vie dans la région. Parce que ces organismes viennent en aide aux personnes les plus vulnérables. Donc, si eux-mêmes ils ont de la difficulté à soutenir les gens qui en ont le plus besoin, c'est difficile. On sait, notre filet social au Québec s'effrite de plus en plus. Donc, on trouve ça vraiment dommage, irritant que le gouvernement fasse rien là, pour aider la population.
De son côté, la portion valdorienne de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées estime manquer 50 000 $ pour pleinement répondre aux besoins. Avec le manque de sous qu'on a, avec le manque d'argent, on ne peut pas engager une personne ressource de plus. Fait qu'on ne peut plus donner des conférences. On aimerait ça en offrir à nos aînés 2 fois par mois, mais on ne peut pas. Puis les services sont coupés parce qu'on ne suffit plus à la tâche. Les demandes sont trop fortes. La Croquette affirme que les démarches initiées ne sont que les premières étapes. Le regroupement assure ainsi qu'il continuera ses représentations auprès des instances gouvernementales jusqu'à ce qu'il observe les changements souhaités. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Faites-vous appel aux organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue? » Vous avez répondu non à 80 %. On l'a bien vu ce matin, un tapis de neige s'est installé dans la région. Au cours de la journée, la Sûreté du Québec a signalé plusieurs sorties de route en raison des conditions routières plus difficiles. Mais heureusement, aucune d'entre elles n'aurait fait de blessés graves. À commencer par la route 111 dans le secteur de la Corne, qui a été fermée plusieurs heures ce matin après qu'un poids lourd se soit retrouvé dans le fossé. Il y a aussi une collision qui est survenue à Rouyn-Noranda sur la rue Saguenay, impliquant 2 véhicules. Et du côté de Barrault, une dame a effectué plusieurs tonneaux avec son véhicule avant d'atterrir dans le fossé sans qu'elle se soit blessée gravement. Donc, la SQ rappelle aux conducteurs d'adapter leur conduite, notamment la vitesse. Et le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue dément les rumeurs de la présence de bactéries liées à la gastro-entérite dans l'eau des robinets à l'hôpital de Val-d'Or. C'est en raison d'une publication sur les réseaux sociaux qui a grandement circulé aujourd'hui, qui indiquait une propagation du virus par l'eau des robinets de l'établissement. Mais suite à ça, des vérifications et analyses ont été faites par l'Organisation de santé et la Ville de Val-d'Or qui confirme que l'eau respecte les normes en vigueur. Le CISAT précise aussi qu'il n'y a pas de hausse de cas de gastro à l'urgence de l'hôpital de Val-d'Or. On va maintenant parler du projet de gestion de déchets nucléaires de Chalk River, situé près de la rivière des Outaouais. Une lettre ouverte est déposée au ministre de l'Environnement. Le chef de la Première Nation de Québec, Lance Heyman, demande au gouvernement de prendre une position ferme sur le projet qui, selon lui, présente des risques environnementaux, sanitaires et culturels. Actuellement, plus de 140 municipalités au Québec, ainsi que des partis politiques comme le Bloc québécois, le Parti vert, ainsi que Québec solidaire, ont publiquement manifesté leur opposition au projet. Et on poursuit dans le monde agricole. Le gouvernement du Québec octroie 20 millions de dollars pour augmenter la productivité des entreprises de production végétale et apicole et aussi une bonification de 15 % du taux d'aide financière est accordée aux régions périphériques comme la nôtre en raison des changements climatiques et de l'allongement des saisons de culture. Ils ajoutent à cela aussi une période de 4 semaines supplémentaires pour préparer et déposer des projets. Les sommes vont servir, par exemple, à l'achat de nouveaux équipements plus performants. Et maintenant, après presque 2 ans de négociations, la SAQ et ses employés de magasins et de bureaux ont conclu une entente de principe hier soir. Les termes de l'entente vont être présentés demain et jeudi aux membres du Conseil général, puis la semaine prochaine lors d'Assemblée générale des membres du syndicat. Durant les dernières journées de grève, le représentant syndical des SAQ de notre région, Daniel Bernard, nous rappelait que les salaires et les prestations en assurance maladie étaient des sujets de négociation et aussi la complexité au niveau de la répartition des produits qui est concentrée à Montréal, délaissant des régions comme la nôtre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Après la pause, Justine, notre chroniqueuse culturelle, vous fait revivre la parade de Noël de la Sarre. La magie de Noël, c'est incroyable, je vous le jure, là, j'adore.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Souhaitant valoriser, embellir et animer sa communauté, la Ville d'Amos a annoncé la création de la Commission de dynamisation du centre-ville. Elle est composée de 4 représentants des organismes de développement, 2 commerçants, un promoteur immobilier et un citoyen. Elle définira les orientations et priorités d'action et sera appuyée par Luc Valcourt, chargé de projet qui coordonnera le plan de dynamisation du cœur de la ville. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, tu as vécu une grosse journée féerique samedi dernier. Oui, Kémélia, mais c'était surtout une grosse journée remplie de bonheur puisque je suis allée à la parade de Noël à la Sarre et pour la première fois, la parade de Noël avait lieu le soir. Alors, les lumières de Noël étaient vraiment à l'honneur, ce qui rendait le tout complètement magique. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à voir cette parade qui est maintenant devenue une tradition en Abitibi-Ouest. On est samedi soir, c'est la parade de Noël à la Sarre. On est chanceux, il y a un petit peu de neige et il y a des sourires fendus jusqu'aux oreilles. Il n'y a que du bonheur ici, mais surtout, il y a du travail derrière cette parade-là. Alors, je vous amène avec moi découvrir tout l'envers du décor de la parade de Noël. La parade de Noël est ce soir. Comment vous vous sentez, là? Nous autres, on est féeriques, si tu veux, là, fébrile. Mais aussi, c'était la température qui nous joue, qui nous rentrait pas mal dedans. Mais là, on a viré le piton et on a collé de la neige. Fait qu'on est correct. Et qu'est-ce qui vous le rend le plus fier de faire partie de l'organisation de la parade de Noël? C'est que le monde embarque. Le monde embarque, le monde la veut, la parade. Ils veulent la parade. Pour eux autres, là, on vient de changer une étape, on s'en va vers Noël, puis ils vont être prêts. Là. Ça prend la parade. C'est de recréer de la féerie dans la ville, d'aller créer de la magie dans la ville. Mon moment le plus fort, moi, je suis vraiment dans la parade. Je suis en fée flocon ce soir. C'est ma 3e année. Et ce que j'ai plus hâte, c'est d'avoir ma mini-fée avec moi et de voir les enfants. Oui. La réaction, la lumière dans les yeux des enfants et la magie même chez les adultes, chez les parents, les grands-parents. Moi, c'est ça mon moment fort, là, de faire comme « wow, on a créé ça, tout le comité ensemble. » Alors là, la parade est ce soir. Vous êtes dans les grands préparatifs. Êtes-vous prêts pas mal? Ah oui, on est prêts. On est même tout trempe, mais on est prêts. Comment vous avez élaboré le concept de votre char? Bien, je te dirais qu'à fil des années, on essaie d'upgrader la dynamique du char allégorique. Puis là, avec le Grinch aussi, il nous a donné ses idées comment lui aime Noël. Et qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à la parade de Noël de la Sarre? Non, c'est une fierté, je te dirais. Oui, quand même. Bien, je pense que c'est vraiment une belle manière de fêter Noël, de ramener la magie ici en Abitibi. Puis je pense qu'au fil des années, c'est important de célébrer Noël. Et est-ce que vous avez un moment préféré dans la parade, un moment que vous avez hâte de vivre ce soir? Les petits-enfants enthousiasmés avec plein de cadeaux qu'on va leur donner. De voir la ville illuminée. Illuminée. Oui, ça va être merveilleux. Et vous travaillez dehors. Est-ce que c'est difficile de tout faire ça à la neige cet après-midi? On y pense pas. On y fait pas. On est dans le bonheur. Et Gaëtan, le but de la parade de Noël, c'est vraiment de rassembler toute la communauté et vous avez même pensé à une alternative pour que les personnes âgées puissent y assister au show? Oui, avec DM Boréal qui nous fournit des autobus pour le patrimoine. Fait que nos personnes peuvent rester à chaleur puis avoir un moment de plaisir eux autres aussi. Merci à vous tous, mes cœurs. C'est un cadeau exceptionnel. Comment vous vous sentez là, d'être ici au défilé de la Sarre? C'est là, vraiment le plus beau cadeau du Père Noël avec ma belle reine Ma belle reine Noël est avec moi. Merci de tout mon cœur. Oh. Puis avec vous, c'est le plus beau cadeau qu'un Père Noël ne peut avoir. Annonçons la joie dans chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Et pour vous, là, c'est comment de prendre une pause du pôle Nord juste pour venir à la Sarre, là? Est-ce que vous avez laissé les lutins faire tout le travail? Ah, que vous y êtes Moi, j'ai arrivé après-midi, puis les lutins travaillent. C'est vrai. Ils préparent tous les cadeaux, ma belle princesse. Oh oui! Oh oui! Tu vas rigoler et tu ne pourras pas oublier d'être sage toute la vie. Je suis heureux, moi, parce que la magie de Noël, c'est sûr que c'est les papas, les mamans, mais mes petits rois et mes petites reines, merci, merci.
Des événements comme ça, on en prendrait à tous les jours. Alors, je pense que c'est important de féliciter le comité de la parade de Noël et tous les bénévoles. Et là, rester à l'affût parce que les festivités du temps des fêtes, ça fait que commencer. Ouais, toujours dans l'esprit du temps des fêtes, la vente des billets est commencée pour le spectacle Le Réveillon de la troupe à cœur ouvert. La représentation musicale et théâtrale en formule cabaret sera présentée du 20 au 22 décembre 2024 au local de la troupe à la Sarre. Et pour ce spectacle du temps des fêtes, la troupe voulait recevoir les spectateurs dans ses locaux pour venir réveillonner. La troupe en profite aussi pour souligner et féliciter tous les musiciens de l'Harmonie senior de l'École des arts de la Seine qui ont offert leur concert Les Traditions de Noël devant plus de 160 spectateurs dimanche dernier. Le club de curling Desjardins Éclat Québec de la Sarre a présenté le week-end dernier sa classique annuelle. 20 équipes de partout en région se sont disputées les honneurs. On revient sur l'événement directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GA, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le club de curling Desjardins Éclat Québec de la Sarre a présenté le week-end dernier sa classique annuelle Lion Desjardins. En tout, 20 équipes d'un petit peu partout en région se sont disputées les honneurs et les gagnants se sont partagés des bourses totalisant 5 000 $. Les champions 2024 sont l'équipe de Pascal Gagnon de Rouyn-Noranda et les équipes valdoriennes de Bernard Larouche, Paulo Bienvenu et Jérémy Rancourt. Et pour cette 4e édition, c'est René Quesnel qui obtient le mérite Yves Cloutier pour sa sociabilité, sa gentillesse et son esprit sportif. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, notre tout nouveau tapis blanc va continuer de prendre la force. Oui, Kémélia, là, on a sorti notre balai à neige des Boulamites. Eh bien, on va continuer de l'entraîner dans les prochains jours pour qu'il soit bien prêt pour l'hiver. Parce que ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, c'est de la neige qu'on attend en Abitibi et au Témiscamingue. On va avoir 2 à 4 cm de neige qui s'en vient au courant de la nuit, avec un minimum de -3 et un refroidissement éolien jusqu'à -9 au cours de la nuit. Demain, en Abitibi, on aura encore un bon 2 à 4 cm de neige et des températures stables près de -3 degrés et un ressenti de -9. Pour le Témiscamingue, on va avoir une faible neige intermittente qui devrait cesser vers la mi-journée. Ce sera nuageux par la suite avec des températures stables, encore une fois, près de -2 et un refroidissement éolien près de -9. Et en aperçu pour jeudi en Abitibi, ce sera nuageux et pour le Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de -3 partout en région. Les journées comme ça, des premières neiges d'hiver et les soirées surtout, ce sont souvent les plus féeriques. Alors n'hésitez pas à aller en profiter ce soir en allant marcher un petit peu. Ouais, puis si vous avez de la route à faire ce soir, soyez prudents. Voilà, ça complète le bulletin d'information pour ce soir. On se laisse sur des images de la parade de Noël de la Sarre du week-end dernier. Question de se mettre un petit peu dans l'ambiance avec la neige qui est tombée aujourd'hui. Bonne soirée.